Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. J'aimerais continuer mon vidéo sur la vie de Wernher von Braun. Comme on le sait, dans la première partie, on a vu que en 1932, Wernher avait été engagé par l'armée allemande pour perfectionner le domaine des fusées. Et à cette époque-là, il avait une vingtaine d'années. Et là, il avait commencé à travailler pour l'armée à la base de Kummersdorf, sous la direction du colonel Baker. Kummersdorf, c'était à 25 km au sud de Berlin. Et à cette époque, Hitler n'avait pas encore pris le pouvoir en Allemagne. Il prendra le pouvoir le 3 janvier 1933. Et Baker, tout comme Dornberger, c'était deux professeurs d'université, ça. Ils détenaient une chaire à l'université de Berlin. Donc, c'était des militaires très instruits. Et en Allemagne, probablement que c'est pas tout à fait pareil comme dans les autres pays. Les militaires avaient des chaires à l'université. Et Wernher travaille à la base de Kummersdorf et il développe son premier moteur à combustion liquide. C'est pour ça que les Allemands l'avaient choisi pour éventuellement développer un moteur à combustion liquide, parce qu'on savait déjà que les moteurs à combustion solide pour les fusées, c'était pas sécuritaire, c'était très difficile à contrôler. C'est pour ça que ça prenait des moteurs à combustion liquide, et probablement qu'à cette époque, les Allemands savaient que Robert Goddard aux États-Unis avait réussi à faire envoyer en altitude des fusées avec des moteurs à combustion liquide. Et ça a pris 6 mois à Wernher pour développer son premier moteur à combustion liquide. Il y avait 300 kg de poussée. Comme on voit, c'était pas une grosse fusée, là, mais la combustion liquide, les moteurs s'en venaient en Allemagne avec les moteurs à combustion liquide. Et le 16 avril 1934, Wernher a réussi sa thèse de doctorat avec la mention digne d'éloge. On voit comme c'est un type vraiment brillant, là. Même en étant d'un jeune âge, on voyait que Wernher, c'est un gars très brillant. Et il met au point là, la première fusée qui a appelé Agrégat 1. C'est une petite fusée qui n'était pas bien grosse, là, 1,40 m de hauteur et 30 cm de hauteur. 1,40 m de hauteur et 30 cm de diamètre. Et peu de temps après, il développe la fusée A2. Elle avait 1 tonne de poussée. Là, déjà, ça commence à être important. Et vu que les fusées étaient devenues assez grosses, assez impressionnantes, la base de Kummersdorf n'était plus désirable ou souhaitable pour faire les expériences des fusées de Wernher. C'est alors que l'armée exige que le prochain essai de la fusée A2 se fera sur l'île de Bochum. Ça, c'est situé à l'embouchure de l'Ems, dans le nord de l'Allemagne. Et cette fusée, quand on fait l'essai à Bochum, la fusée atteint 2200 mètres d'altitude. Et cette fusée avait été construite totalement par Wernher lui-même. Au début, il n'y avait presque pas de monde qui travaillait avec lui, là. Il a calculé les moteurs, il a pensé le système avec quelques individus, il n'était pas nombreux au début, là, pour pondre cette fusée. Et avec ce succès en 1934, Wernher développe la fusée Agrégat 3. Ça, c'est une fusée qui avait 100 mètres de long. Ça commençait à être assez important, là, 25 pieds de long. Et elle avait 1600 kg de poussée. Et en 1935, là, il y avait 23 ans, Wernher.
la fusée est jugée trop dangereuse pour Commodore. Selon Dornberger, il faut trouver un autre terrain pour faire l'essai de ces fusées-là. Et Werner est chargé, imaginez-vous, par Dornberger pour trouver un terrain pour implanter un nouveau centre pour le développement des fusées. Et il sera dans le nord de l'Allemagne. Probablement que les militaires y avaient indiqué, probablement que peut-être que dans ce coin-là, va donc voir ça, ça serait peut-être possible de faire notre penser à développer un terrain là, pour le développement des fusées dans le nord de l'Allemagne. Et là, il en trouve un terrain qui était très, très adéquat. Mais là, il soumet ça à ses supérieurs. Mais malheureusement, ce terrain-là est refusé. Parce qu'il était réservé pour l'armée, les militaires qui seraient blessés. Là. Les militaires de haut rang, là, ou des militaires avec un certain rang qui seraient blessés, c'est une station de villégiature qu'ils voulaient faire là pour les militaires. Quand ils étaient blessés, aller se remettre de leur blessure. Fait que là, en revenant du nord de l'Allemagne, il arrête de voir sa mère. Là, on le disait au début, Werner a toujours été très très près de sa mère. Et là, il était vraiment déçu, là, qu'il avait trouvé un terrain, mais l'armée le refusait. Fait que là, sa mère lui montre une carte du nord de l'Allemagne, là, soit l'île d'Ussendam. Elle lui dit, regarde cette île du coin de Peenemünde, c'est là que ton grand-père maternel allait à la chasse au canard. Ça veut dire que dans ce temps-là, le nord de l'Allemagne, c'était presque pas habité, là. Puis Peenemünde, c'est un petit village tout petit, là. Il y avait peut-être 15 000 habitants, c'était des pêcheurs. Et en mars 1936, Becker et Dornberger là, font la demande urgente pour la création d'un nouveau centre pour le développement des fusées. Et le 2 avril 1936, le centre de Peenemünde est approuvé et un budget est voté. Là, il y avait 24 ans. Je cite les gars pour montrer le génie de cet homme-là. Göring de la Luftwaffe, il vote 5 millions de marks. Et Becker pour l'armée de terre, pour concurrencer un peu Göring, pour dire que c'est eux autres qui avaient parti ça, puis probablement qu'il y a eu dessus, il dit, nous autres, on va mettre 6 millions de marks. Ça faisait 11 millions de marks pour le centre à aide de Peenemünde. Et la partie ouest de l'île sera réservée à la Luftwaffe, qui, elle, va développer le premier avion à réaction jamais créé sur notre planète le 2 juin 1939. C'est un Herkel 176 qui s'envolera de la base. Et cette partie-là, c'est là que les bombes volantes, qui appelaient les bombes volantes, les fusées V1, là, ont été développées par l'armée de l'air. Werner n'a pas eu touché ça disons qu'il était superviseur, là, mais dans les livres que j'ai lus, on ne parle pas qu'il s'est occupé beaucoup de ça. Lui, c'était les fusées. Et le 15 mai 1937, imaginez-vous avec un budget comme ça. 11 millions de marks. C'est de l'argent, ça, dans ce temps-là. C'était beaucoup d'argent, ça. Werner est nommé directeur technique du centre de Peenemünde. Ça veut dire que tous les techniciens à venir seraient sous les ordres de Werner von Braun. Et en 1937, là, il y a 350 personnes, ça commence à grossir assez rapidement, là. Il y a 350 personnes qui travaillent sous ses ordres. Et on sait que Peenemünde, à son apogée, 42-43, il y avait 17 000 personnes qui travaillaient là. Ça, c'est pour montrer l'ampleur du génie de Werner, un jeune homme de même, imaginez-vous. On lui a confié, les Allemands, ils ont confié cette tâche. Fait. Probablement qu'il devait tellement ressortir des autres, là, mais remarquez que ces génies-là, ils ont toujours un mentor qui les découvre.
Werner, c'est Dornberger qui l'a découvert. Et là, il procède en... Là, ils veulent mettre au point la fusée Agrégat 4, A4. Là, il commence le développement de cette fusée-là, mais là, elle était rendue pas mal grosse. C'était ça assez gros. C'était ce qui allait devenir la fusée qui allait bombarder l'Allemagne. Mais là, il y avait beaucoup de troubles avec cette fusée-là. Les directions, en tout cas, il y avait beaucoup de troubles. Ça fait que lui, il a arrêté le projet de la A4. Puis il a fait un autre projet de fusée, A5, plus petit. Pourquoi est-ce qu'il l'a appelé A5? Ça, je ne sais pas, là. Mais la fusée était plus petite. Passer de la A3 à A4, c'était trop grand. Là. Il a créé le A5 pour maîtriser les paramètres de ces fusées-là d'une façon sûre et pouvoir procéder au développement de la A4. Quand la A5 était très très bien planifiée, que ça marchait comme il faut, là, ils ont décidé de continuer le développement de la A4. En 1942, le 3 octobre, là, la fusée A4 de Werner est déclarée opérationnelle. Imaginez-vous pour le temps, elle atteint une vitesse de 5000 km/h. 5000 km/h en 1942. Et elle atteint une altitude de 83 km. Fait que là, on était convaincu que c'était une fusée qui pourrait servir éventuellement. Et quand il a développé cette fusée-là, sa secrétaire le suivait à la trace. Sa secrétaire qui s'appelait Dorothy Shield. Parce qu'elle avait reçu les ordres de quand la fusée s'envolerait, quand le go de départ serait donné, d'écrire tout ce que Werner pourrait dire. Ceci pourrait être conservé, pour être analysé plus tard. Parce que quand la fusée décollait, ben Werner, il disait... Il faisait des commentaires. Oh, je ne sais pas ce qu'il disait, mais en tout cas, il faisait des commentaires. Mais là, l'armée avait ordonné de tout prendre ce qu'il dirait pour être capable plus tard d'analyser vraiment qu'est-ce qu'il a ressenti quand la fusée a eu un trouble, ou je ne sais pas trop. Là. Mais en tout cas, la secrétaire était chargée de faire ça. Et il faut un essai. Ils ont fait plusieurs essais. Là. Ça ne s'est pas réalisé comme ça d'un coup sec. Ça. Il y a eu plusieurs échecs. Là. Puis d'ailleurs, dans mon petit... quand je vais publier mon vidéo, là, je vais mettre un petit clip là, en rapport avec les fusées V2. C'est un clip que je vais récupérer sur Internet, là, mais d'origine inconnue. Là, on voit les fusées qui décollent, mais il y en a qui sautent, puis il y en a qui explosent, en tout cas. Et ils font un essai avec cette fusée-là. Ben, ils ont fait plusieurs, mais l'essai, ils ont fait un essai. La fusée est retombée à 192 km de Peenemünde. Et elle a tombé dans un rayon de 4 km de son point d'impact prévu. Et le vol a duré 4 minutes 56 secondes. Ça, c'est en 1942. Et le professeur Hermann Hobert, il travaillait avec Werner, lui. Le professeur du début qu'on a vu, là, qui a écrit un manuscrit sur possiblement qu'on pourrait aller à la Lune. Là. Mais il était sous les ordres de Werner. Et quand cette fusée-là, le succès est arrivé comme ça, le professeur Hobert, qui était originaire de Roumanie, a félicité Werner. Fait que Werner aurait répondu au professeur, il a dit « Professeur, c'est un peu grâce à vous, si on est rendu là. » Fait que lui, Hobert a répondu à Werner, il y a seulement que les Allemands qui peuvent concevoir des choses comme ça. En 1942. Il n'y a aucun autre peuple sur la Terre qui peut concevoir une fusée comme ça. C'était tellement en avance pour le temps. Imaginez-vous, les avions en réaction, les Allemands ont eu ça en 1939. Hein? C'était tellement en avance, les Allemands, là, pour le temps, que même Hobert trouvait ça, même s'il travaillait là, il trouvait que c'était exceptionnel. Mais en tous les cas, et à cette époque, ben Hitler, malheureusement, en 1942, il croyait pas encore aux fusées. Il croyait pas à ça parce qu'il avait envoyé la Pologne. Ça avait pris peut-être 3 semaines, 1 mois, puis la Pologne était disparue de la map. Là. Il avait envahi ça facilement. Mais là, l'opération Barbarousse en Russie, là,
ça allait un petit peu plus mal. Parce que là, ils ont perdu, je ne sais pas combien de divisions, les Allemands, là, puis Hitler, dans les livres d'histoire, on dit qu'il a fait la même erreur que Napoléon. Napoléon a envahi l'Allemagne, puis ça a été sa perte. Pas l'Allemagne, il a envahi la Russie, et Napoléon, ça a été sa perte, et Hitler, ça sera sa perte aussi. Parce que la Russie, c'est tellement un grand pays, c'est comme le Canada, c'est immense. Et en 1942-1943, là, les Anglais ont commencé à se douter de quoi? Il y avait quelque chose d'important qui se passait à Peenemünde, mais tout était camouflé. Du haut des airs, on ne voyait pas grand-chose, et même les fumées d'usine, il y avait du usine là-dedans, évidemment, c'était filtré pour que le moins de poussière ou de boucan sorte là, visible du haut des airs. Et après avoir reçu plusieurs informations du contre-espionnage de la RAF, de l'armée anglaise en Angleterre, le 29 juin 1943, c'est là que Churchill, Winston, le premier ministre britannique du temps, donne l'ordre de détruire Peenemünde et de tuer le plus possible de savants qu'il y avait là-dedans. Là. Il voulait que ça soit rasé complètement. Qu'il ne reste plus rien là, un coup que les bombardiers de la RAF auraient passé là. Et il a envoyé 598 bombardiers. C'est des avions, ça. Et il y avait 1593 tonnes de bombes et 281 tonnes de bombes incendiaires. Fait que là, les Anglais se sont dit, là, quand on va les avoir envoyé ça sur le dos, il ne restera plus grand-chose là. Mais malheureusement, ça fut un demi-échec. Pourquoi? Parce que la base de Peenemünde est restée opérationnelle et tous les savants importants n'ont pas été tués. C'est ceux qui ont réussi à tuer du monde. Les Anglais, on ne sait pas là, comment est-ce qu'il y en a qui sont morts. Là. Mais ça a été qualifié d'un demi-succès, mais on peut dire que c'est un échec parce qu'ils ont manqué le coup, les Anglais. Pourquoi? Peut-être que les cartes qu'il y avait ou les informations n'étaient pas assez précises pour... puis j'imagine que ça a dû être un bombardement de nuit, cette affaire-là. Là, ça fait que... en tout cas, ils ont manqué le coup. Et c'est là que Hitler commençait à ses généraux lui parlaient des fusées, puis bon, puis il faut bombarder l'Angleterre, puis bon, puis le fort d'Anvers, puis bon, il faut bombarder. Puis la RAF n'était plus... Les avions de l'Allemagne étaient moins efficaces là, pour aller bombarder l'Angleterre, parce que les Américains étaient là, puis ça commençait à chauffer dans ce bout-là. Là. Fait que là, ils ont organisé une rencontre là, avec Hitler. L'an passant, Werner, il a rencontré 4 fois Hitler dans le temps de la guerre. Puisqu'il travaillait pour l'armée, parce que de 33, il allait jusqu'à 45. Là. Mais la première fois qu'il l'a vu, Hitler il avait inspiré un genre de dédain. Pourquoi? En tout cas, c'est Werner qui a dit ça. Et il organise une réunion, ce qu'il appelait la tanière du loup, là, le Wolfschnauzen, la tanière d'Hitler. Il y avait un chalet, lui, je pense que c'était en Autriche, là, dans les montagnes en Autriche. Là. Il appelait ça la tanière du loup. Fait que là, il est parti avec, Werner est parti avec Dornberger, probablement qu'il y avait quelques autres savants avec lui, là. Et ils sont allés rencontrer Hitler et sa suite dans sa maison, là, son chalet dans la montagne. Là. Fait que là, il y avait une salle de cinéma. Ils ont projeté le film de la fusée V2, mais c'était un film en couleur. Imaginez-vous, c'était un film en couleur. Puis là, il y avait pas mal de monde là, dans la salle. Là, tous les proches d'Hitler. Hein. Il y avait peut-être, je ne sais pas, moi, peut-être 75-100 personnes. Là. Fait que quand ils ont vu ça, parce que dans ce temps-là, il y a beaucoup d'Allemands qui ne savaient pas ce qui se passait à Peenemünde. Il n'y a pas grand monde qui savait ce qu'il y avait là. Quand ils ont vu cette fusée, la fusée V2 s'élever, puis atteindre la stratosphère, puis disparaître dans le ciel, alors là, il y a eu un silence de mort là, durant la projection. Là. Vous auriez entendu une mouche voler, parce que même les proches d'Hitler, ils n'avaient jamais vu ça. Hein? C'était une affaire, c'était quasiment inconcevable. Fait qu'un coup que le film, la projection fut terminée, là, il y a un des généraux, dont je ne me souviens plus le nom, là,
qui était là, qui a fait l'éloge d'Hitler, que c'était le plus grand chef de guerre que l'humanité n'avait jamais eu, puis bon, en tout cas, il l'a vanté comme faux. Mais là, Hitler, il shake un peu, lui. Il avait de la misère. En dernier, il partait avec une canne, il se traînait avec une canne, là. Mais là, il est devenu quasiment hystérique, là, puis là, il tremblait de tout son corps, là, puis de tout son être, là. Puis là, il avait décidé que les fusées, ça allait marcher. Mais lui, dans sa tête, là, il s'imaginait de voir peut-être 1000 fusées partir de l'Allemagne, là, d'un coup sec pour aller bombarder l'Angleterre. Puis, au lieu d'avoir 1000 kg d'explosifs dedans, il voulait 10 tonnes d'explosifs. Puis, la production est à peu près 300-400 fusées par mois à ce moment-là en Allemagne, puis les fusées V2. Là, il voulait monter ça à 2000 par mois, puis mettez-en. Fait que là, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Mais là, Hitler était vraiment convaincu là, que cette arme-là, ça pouvait changer le cours de l'histoire, le cours de la guerre, mais il était tard un peu, malheureusement. Là, la fusée V2, c'est sûr qu'ils en ont lancé beaucoup. Hein, puis après, le bombardement de Peenemünde, là, la production a resté à Peenemünde, mais ils en ont déménagé beaucoup. En Allemagne, en allant vers l'Est, l'Allemagne de l'Est, dans ce coin-là, là, ils ont déménagé beaucoup d'usines dans ce coin-là pour produire les fusées V2 là, à grande échelle. Mais comme on le sait, il y avait beaucoup de prisonniers là-dedans. C'était des prisonniers de militaires, là. C'était des prisonniers, puis des fois, il y avait du sabotage d'un fusée, puis en tout cas. Ils n'ont jamais atteint 2000 par mois, là. C'était une impossibilité. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont essayé, ils ont continué à envoyer des fusées, là, à produire des fusées. Et Himmler avait convoqué Werner le 21 février 1944. Là, il voulait l'enrôler dans les SS. Il voulait dire, là, maintenant, tu n'es plus un civil, tu embarques avec nous autres, parce que Werner avait pris le contrôle. Pas Werner, mais Himmler avait pris le contrôle de Peenemünde. Werner, il a refusé. Non, ça ne l'intéressait pas, ça. Lui, comme on toujours dit, c'est un gars qui voulait atteindre la Lune éventuellement avec des fusées, là. Et il a refusé. Fait que ce que Himmler a fait, il a monté un dossier sur lui. Il a fait monter un dossier, là, pour essayer de le faire arrêter. Il l'a fait arrêter en mars 49, dans la nuit du 14 au 15 mars. Il arrête Werner von Braun, il le met en prison. Et là, il invoque que la fusée A4, c'était pas une arme de guerre, puis que Werner avait un avion de caché à quelque part en Allemagne avec tous les plans de la fusée V2, puis il voulait se préparer pour se sauver en Angleterre. C'est Dunberger qui était intervenu en haut lieu, où il s'est allé, jusqu'où il s'est rendu. Il a voulu qu'il y ait le terreau, parce qu'Himmler, c'est un des profs d'Hitler, pour le faire libérer. Vous voyez, les guerres, malheureusement, les guerres, c'est toujours fait sur des mensonges. C'était vrai dans ce temps-là, c'est vrai encore aujourd'hui. On compte des mensonges au monde pour les convaincre qu'il faut faire la guerre. Et en réalité, c'est pas ça, en tout cas. Et là, on lance les fusées sur l'Angleterre et le port d'Anvers, parce que le port d'Anvers avait été repris. Là. Les Américains avaient le pied à terre en Europe, là, pour bombarder le port d'Anvers, parce que tout l'équipement beaucoup d'équipements militaires qui s'en revenaient par le port d'Anvers pour débarquer, pour aller rentrer en Allemagne. Fait que là, ils bombardaient avec les fusées A4, là, le port d'Anvers et de l'Angleterre. Les fusées V2, il en a envoyé 3255 sur Londres et Anvers. Ça a fait 2724 morts. Une estimation, c'est pas mal exact, ça. Puis ils ont envoyé 9000 fusées V1. C'était des bombes volantes, ça. Ça allait pas vite, là. Les Anglais étaient capables de les canonner, mais pas les fusées V2. Les fusées V2, ça montait en haut de la stratosphère, puis quand ça redescendait, puis ça allait à 5000 km/h, imaginez-vous. Hein, quand ça tombait sur Londres, là, si vous étiez proche, là, mettons, je ne sais pas, 2000 de l'explosion, vous entendiez boum!
Puis après ça, vous avez le son de fusée qui s'en venait. Ça fait longtemps qu'elle était écrasée à terre, mais le son s'en venait parce qu'elle allait 5000 km/h. Fait qu'elle allait bien plus vite que le son. Fait que vous entendiez deux booms. Le boom de l'explosion, plus le bruit de la fusée que la fusée fait quand elle s'en venait. Mais ça fait longtemps que la fusée était rendue à terre et était détruite. Et ça a fait à peu près 15 000 morts ça, en Allemagne. La construction de ces fusées-là. C'était des prisonniers de guerre. Puis ils étaient mal payés, pas mal payés, mal nourris, mal habillés, et puis en tout cas. Ça a fait 15 000 morts. Mais Werner n'a jamais montré de remords à ce sujet-là. Mais comme j'ai toujours dit, Werner, c'est un genre de rêveur. Puis lui, son objectif, c'était d'aller dans l'espace intersidéral. C'est toujours ça qu'il a voulu faire depuis qu'il était jeune. Mais en tout cas. Et en 1945, là, les Allemands étaient rendus en Allemagne. Pas les Allemands, les Américains. Mais là, ils découvrent la liste Rosenberg. Ça, c'était une liste qui contenait 15 000 noms des savants et des ingénieurs qui avaient travaillé à Peenemünde. Et comment les Américains ont-ils lu cette liste-là? J'ai pas pu le savoir. Là. Comment ça se fait? C'est peut-être... je ne sais pas, c'est peut-être Werner ou des proches de Werner qui ont transmis la liste aux Américains. Là, je ne sais pas. Là. Parce que Werner von Braun ne voulait pas se rendre aux Russes. Parce qu'il avait peur des Russes. Et il ne voulait pas aller en Angleterre, se rendre aux Anglais, parce qu'il disait que les Anglais n'avaient pas le moyen de le payer. Mais moi, ça, je ne crois pas ça pantoute, parce que après la guerre 45, il a fallu que Werner von Braun se rende à Londres, hein, avec les fusées que les Anglais avaient reçus. Je ne pense pas qu'ils auraient été reçus comme faux, hein, les bras ouverts. Et il y avait eu la conférence de Potsdam, parce que les vainqueurs, quand vous faites une guerre, c'est toujours les vainqueurs qui se parlent le butin. Hein, le vaincu, il n'y a pas un mot à dire là-dedans. Fait que Staline, Truman, Churchill et les Français, bien, il y avait De Gaulle, mais De Gaulle était encore il était moins important. Là. Les Américains n'étaient pas fous de Gaulle. Là. Ils ont séparé l'Allemagne. Puis là, ils avaient convenu que quand la guerre allait être finie, que chaque sphère d'influence, ça relèvera soit de la Russie, soit des Américains, ou soit des Angleterres. Mais les fusées V2, tout le matériel était dans l'Allemagne de l'Est. Donc, dans le territoire, éventuellement, que les Russes allaient occuper. Mais, pour ça que les Américains sont dépêchés d'aller ramasser tout ça. Là, les Russes ne devaient pas être contents. Ça veut dire, bien sûr, qu'ils devaient être en maudit. Ça fait passer un pareil sapin. Ils s'étaient entendus avec les présidents, comprenez-vous, puis comme quoi que chacun le secteur, puis bon, ça allait marcher pour la paix. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Et les Américains, là, ils ont réussi à mettre la main sur 127 wagons. Imaginez-vous, de trains de chemin de fer, de matériel de fusée V2, puis probablement qu'il devait avoir des bombes volantes aussi, là. Et 60 000 pleins. Fait qu'ils ont tout ramassé ça. Et dans ces années-là, en 1945, vers la fin de la guerre, tout le monde les voulait, ces savants-là. Hein? Tout le monde les voulait. Les Français les voulaient, les Anglais les voulaient, les Américains les voulaient, les Russes les voulaient, tout le monde les voulait. Parce que c'était tellement avancé pour le temps que c'était quasiment, en tout cas, c'est pareil comme si quelqu'un aujourd'hui, qu'on donne un avion, là les Américains, les Chinois, non, les Russes aussi, des avions invisibles, mais ils ne sont pas invisibles, les radars ne les détectent pas. C'est comme si je sais pas, les Américains arrivaient demain matin avec un avion complètement invisible. On ne la voit pas. On ne l'entend pas passer. Elle est grosse comme un bombardier, un gros bombardier B2, là, mais elle passe au-dessus de Québec. Même si elle est bien basse à 1000 pieds, on ne la voit pas, on ne l'entend pas. C'était aussi spectaculaire que ça, ces fusées V2-là. Et c'est sûr que quand les Américains ont chargé le port à Anvers, ils ont pris plusieurs bateaux, là, ils ont tout embarqué ces trains-là, les fusées, puis tout le matériel qu'ils avaient ramassé. Quand ils ont quitté le port d'Anvers, imaginez-vous, les Anglais d'Angleterre les ont arraisonnés. L'armée britannique a dit « Whoop,
Ils ont mis un whoop là-dessus. Ils ont dit non, non. Ils voulaient avoir une partie du butin. Mais là, les Français n'étaient pas assez forts pour exiger ça, là. Puis là, ils étaient dans le territoire. Ils n'étaient plus dans le territoire des Russes, là. Ils voulaient avoir une partie du butin. Fait les Américains, ils ont dit non. Ils ont tout parti avec ça aux États-Unis. Et quand ils ont... Werner c'est rendu aux Américains, on le voit ici, là. Oui, c'était cassé un bras. Il y avait un accident d'automobile. Puis ça, le type à côté de lui, là, ça c'était Domberger, Walter Domberger. Lui, il l'a suivi tout le temps jusqu'aux États-Unis. Ils ont été travaillés longtemps ensemble aux États-Unis, là. Et les militaires qui avaient... parce qu'il y avait eu ordre du commandement américain, là, tous interviewer les savants, tous ceux qui pouvaient ramasser, là, tous les interviewer, puis ceux qui y avaient une bonne valeur, là, de s'organiser pour les emmener aux États-Unis. Mais quand ils ont interviewé Werner, imaginez-vous, il y avait, en 1945, il était né en 1912. Hein, il avait 33 ans. Fait que les militaires ne voulaient pas croire que c'était lui qui était en charge de ça. C'est impossible, il est bien trop jeune pour ça. Hein, il ne peut pas être en charge d'un projet comme ça. Ça se peut quasiment pas. Mais c'était vrai. C'était Werner qui était en charge de ça. C'était vraiment un grand génie, là. Fait que là, j'avais terminé ma capsule numéro 2, là. Et on verra dans la prochaine capsule comment est-ce que Werner a passé sa vie aux États-Unis, là, comment est-ce qu'ils ont fait pour l'emmener aux États-Unis, là, même si quand ils les ont emmenés aux États-Unis, il n'y avait aucun visa ce monde-là. Là. Mais les militaires, on les emmène aux États-Unis, on s'organisera avec notre président après. Sur ça, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.